Bonjour Cyrielle Châtelain. Un choc, des attaques intolérables, c'était les mots du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, concernant les frappes israéliennes au Liban. Le bilan est aujourd'hui de 300 morts. Est-ce que ces mots vous semblent suffisants pour que la France pèse un peu plus dans ce conflit entre, cette fois-ci, Israël et le Liban, le combat d'Israël contre le Hezbollah? Ce qui s'est passé, c'était un carnage. En 10 minutes, on a eu 300 morts, plus de 1000 blessés. Mais si on veut que la France pèse, il va falloir sortir des mots. Moi, ça fait des mois, parce qu'avant la guerre en Iran, il y a eu l'attaque contre la Palestine. Ça fait des mois que la France se paye de mots. Maintenant, il faut des actes. Et si on veut peser, il faut mettre de la pression. Et par exemple, pour mettre de la pression, il faut que la France mette tout son poids pour que l'Europe suspende l'accord d'association avec Israël tant qu'Israël ne respectera pas le droit international. Vous voulez dire que Emmanuel Macron parle à tout le monde, mais que peu de monde écoute la France? Je dirais surtout que Emmanuel Macron se parle à lui-même, que c'est des grandes déclarations à la télé, mais que la question, c'est comment est-ce qu'on a du poids, comment on arrive à faire pression sur un État pour qu'il respecte le droit. Quand on a un accord et qu'il est basé notamment sur le fait qu'il y ait de la part d'Israël, il n'y ait pas de tentation d'extension territoriale, eh bien, il faut le faire appliquer, puisque clairement, Israël, aujourd'hui, est dans une dynamique d'extension territoriale au détriment des populations. Vous considérez que son combat contre le Hezbollah au sud Liban, c'est un peu ce qui s'est passé précédemment à Gaza? Ce que moi je considère, c'est qu'on ne peut pas considérer que les populations civiles comme ce qu'ils appellent un bouclier humain, et donc que ça légitime des bombardements, des massacres. En fait, ça suffit. Il y a un droit international, il doit être respecté. Cette guerre-là, elle a commencé avec l'Iran, et maintenant on voit, il y a un cessez-le-feu en Iran, mais les bombardements continuent au Liban. En fait, stop. Israël dit on nous a imposé cette guerre au Liban. Vous contestez cette affirmation? Ah oui, je conteste cette affirmation. On a le ministre de la Défense qui dit que l'ensemble des habitations doivent être éradiquées dans le sud du Liban pour faire... Alors, c'est pas éradiquer, je crois que c'est raser dans le sud du Liban pour pouvoir faire une zone tampon. On a le ministre des Finances qui parle de l'annexion du sud Liban. On voit très bien qu'ils sont dans une logique en fait, d'extension territoriale. Ce n'est pas possible. Il faut quand même un respect du droit des Libanais. Alors, lié à ce conflit, il y a bien sûr la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. On parle de négociations, aujourd'hui, qui commenceront donc demain avec les États-Unis et l'Iran. Et il y a un enjeu, c'est ce fameux détroit d'Ormuz, qui n'est pas encore ouvert, et qui a bien sûr une incidence sur la France et le pouvoir d'achat. C'est le débat autour des carburants. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement répond à cette crise de la bonne manière, sachant qu'il pourrait y avoir un ouf de soulagement pour le gouvernement si vraiment les carburants baissaient? On parle ce matin que ça pourrait commencer pour le gasoil et un peu pour le sans-plomb. Est-ce que vous trouvez qu'il est à la hauteur de cette crise? Non, mais si le prix des carburants baisse, oui, ça sera un ouf de soulagement, mais c'est une baisse jusqu'à quand? En fait, on a le sentiment que la politique du gouvernement, c'est se laisser balloter par les crises. On avait eu la crise du Covid, puis on a eu la guerre en Ukraine, enfin l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, qui ont fait déjà monter les prix de l'énergie. Là, c'est la guerre en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz qui font augmenter les prix du carburant. Jusqu'à quand on va avoir cette politique, en fait, d'impréparation? C'est plus possible. C'est-à-dire qu'il faut deux choses. Même si la France n'est pas complètement, directement responsable de ces fluctuations, non. Vous considérez qu'il y a de l'impréparation? Là où la France, où le gouvernement français est responsable, c'est est-ce qu'il fait les investissements pour protéger les Français face à ces fluctuations? Aujourd'hui, il ne les fait pas. C'est quoi par exemple? Par exemple, c'est là on voit le Premier ministre dire on va faire de l'électrification. Qu'est-ce que ça veut dire? Il devrait en parler d'ailleurs ce soir. C'est ça. On va développer, par exemple, le leasing social pour que les Français aient plus facilement accès à la voiture électrique. Par exemple, la voiture électrique, la charge de la voiture électrique, c'est 2 fois moins cher que de faire le plein avec du carburant. Donc c'est une bonne idée. Mais en fait, les budgets d'avant, ils ont sabré l'argent pour justement développer la voiture électrique auprès des ménages de classe moyenne et des ménages populaires. Donc en fait, quand il y a une crise, c'est des grandes déclarations. Quelques mois après, c'est des sabrages dans les budgets. Ça, c'est pas possible. C'est ce que j'appelle se laisser balloter, c'est de l'impréparation. La deuxième chose qu'on a vue pendant la crise Covid, puis notamment à partir de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, c'est des grosses majors du pétrole qui se font des super profits.
ça recommence. Total est en train d'engranger des super profits et l'État ne fait toujours rien. C'est-à-dire qu'il faut, à la fois un blocage des marges et deux, qu'on taxe ces super profits de manière claire, ferme, pour pouvoir justement redistribuer cet argent que Total se fait sur tous les Français qui galèrent à faire le plein. Sans mauvais jeu de mots, vous les taxez d'être des profiteurs de crise ? Et ils sont des profiteurs de guerre. Et oui, je pense que Total ne doit pas faire 1 euro de profit supplémentaire sur la guerre. Est-ce qu'il devrait y avoir une taxe, c'est évoqué, une taxe européenne sur ces compagnies-là qui font des profits ? Mais c'est un discours qui, pour l'instant, n'a pas de concrétisation, parce que tous les Européens ne sont pas d'accord. Alors, il y a deux choses. Un, effectivement, il faudrait déjà que le Premier ministre dise clairement qu'il veut une taxe sur les super profits des majors du pétrole. Deux, la France peut mettre des choses en place. C'est la proposition d'Eva Sas, députée du groupe écologiste et social, c'est-à-dire cette contribution de solidarité des majors du pétrole. Nous avons le pouvoir fiscal en France. Donc nous pouvons agir de manière claire contre Total et contre ses profits qu'il fait de manière indue. Vous étiez, vous, favorable soit à la baisse de la TVA, ça c'était l'option Rassemblement National, au blocage des prix, c'était l'option, on va dire, plutôt France Insoumise, ou chèque carburant pour le Parti Socialiste. Vous, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on parle un petit peu trop de carburant quand on est écologiste et qu'il y aurait, même si c'est l'urgence, ce serait peut-être le moment de discuter d'une transition post-carburant. C'est un peu ce qu'écrit dans son blog Marine Tondelier, mais c'est jamais vraiment le moment quand on est en pleine crise. Et les Français ont du mal à remplir leur réservoir. Ils n'ont pas envie qu'on leur parle de ce qui se passera dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Et c'est pour ça que ce qu'on voit, c'est que 1 euro investi pour l'écologie, c'est 1 euro pour la souveraineté de la France et c'est 1 euro pour le pouvoir d'achat des Français. C'est assez simple, c'est ce que je vous disais avec l'impréparation. Si on avait investi depuis 2022, si on avait continué les investissements pour le leasing social dans la voiture électrique, pour la rénovation des logements, aujourd'hui, pas 5 ans après, aujourd'hui, il y aura déjà des Français qui seraient plus protégés de l'augmentation des prix. Donc oui, il faut une politique qui nous rend moins dépendants de l'augmentation du prix du pétrole, de l'augmentation du prix du gaz, bien évidemment. Alors le Premier ministre doit s'exprimer en fin de journée, à la fois sur cette crise liée au carburant, aussi sur l'électrification et sans doute peut-être pour adresser un message aux Français. Est-ce que pour autant, vous pensez que les aides ciblées, donc les 70 millions qui ont été dégainées, comme on dit, sont suffisants ? Est-ce que dans cette impréparation, il n'y a pas une volonté de protéger aussi un pays qui est très, très, très endetté ? Est-ce qu'on a les moyens d'aider les Français aujourd'hui ? Mais l'impréparation, c'est le fait de ne pas les avoir protégés en amont. C'est ça qui est épuisant. C'est-à-dire qu'on voit bien, les crises s'enchaînent, mais le gouvernement n'en tire jamais aucun enseignement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr qu'il faut protéger ces aides ciblées. Il y avait des effets de seuil. Les infirmières en libéral n'ont pas été accompagnées et c'est un surcoût qui peut aller entre 50 et 100 euros par mois avec le prix aujourd'hui des carburants. On a énormément de métiers comme ça qui sont dépendants de la voiture. Les pêcheurs. Si on prend un exemple, les agriculteurs. Les agriculteurs, aujourd'hui, c'est pareil, le prix des engrais est en train de s'envoler. Ça fait maintenant des années, mais plus particulièrement avec la crise agricole, que les écologistes expliquent qu'il faut accompagner les agriculteurs à aller vers un modèle agroécologique, c'est-à-dire moins dépendre des engrais et plus adapter les pratiques de culture pour pouvoir justement continuer à produire, continuer à faire notre travail de manière respectueuse de la terre et sans dépendre d'intrants et d'engrais azotés. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il a fait l'inverse, il continue à sursubventionner une agriculture qui dépend des engrais azotés, mettant aujourd'hui les agriculteurs en très grande difficulté. C'est ce que j'appelle préparer vraiment tout investissement en faveur de l'écologie, du changement de pratique, c'est de la protection pour les Français en cas de crise. Autre actualité du jour, c'est dans quelques heures à peine, dans une heure, début de l'Assemblée, un retour de ce débat autour du 1er mai. Le groupe Renaissance a repris une proposition des Républicains, déjà votée au Sénat, d'élargir les dérogations pour permettre à des salariés de travailler le 1er mai, boulangerie, pâtisserie, fleurie. Pour obliger les salariés à travailler le 1er mai. Alors justement, vous répondez avant que je vous pose la question. J'imagine, comme l'ensemble de la gauche et des syndicats, vous êtes opposés à ce qu'on touche à ce 1er mai, férié, chômé, payé. Absolument opposé.
absolument opposé et vous pouvez compter sur le groupe écologiste et social pour être mobilisé pour faire échec à ce texte. Et là, ça peut être voté, puisque le Rassemblement national a l'air d'y être favorable, même en proposant peut-être une motion de rejet pour que ça retourne directement au Sénat. Est-ce que vous serez assez nombreux pour vous opposer à cet énième débat sur le 1er mai ? Écoutez, on se mobilise fortement. Pourquoi ? Sophie Binet a donné les chiffres. C'est pas permettre à quelques artisans d'ouvrir leur boulangerie. Aujourd'hui, ça c'est déjà possible par la loi. C'est éviter aux grands groupes, comme par exemple le groupe Blacher, qui a 800 boulangeries, qui emploie 11 000 salariés, de forcer ces salariés à venir travailler le 1er mai. C'est ça pour vous, dont le on parle. volontariat, c'est une astuce pour contourner cette loi du 1er mai ? Mais ce volontariat, il montre que Gabriel Attal, il n'a jamais travaillé en tant que salarié. En fait, quand on bosse dans des grands groupes, c'est pas du volontariat. On dit, tu viens bosser, et en fait, à un moment, t'as pas le choix. Donc, il faut arrêter avec ce langage macroniste qui n'a aucune prise de conscience des relations de domination qui se passent dans le secteur de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est 1,4 million de salariés qui pourraient être touchés par ce texte. Nous serons extrêmement mobilisés pour y faire échec. Un petit mot très rapide. La primaire de la gauche et des écologistes semble avoir du plomb dans l'aile. Vous êtes toujours fortement pour qu'elle ait lieu, avec plusieurs candidats d'ailleurs issus de votre groupe, Clémentine Autain, François Ruffin, Marine Tondelier, patronne de votre parti, et une quatrième candidate. Delphine Bateau qui est candidate, mais hors primaire. Oui, mais hors primaire. Mais vous êtes toujours pour cette primaire. Elle n'a pas du plomb dans l'aile, elle n'est pas en péril ? Alors, la gauche, aujourd'hui, moi je pense qu'elle devrait prendre les municipales comme un point d'alerte. Elle doit se rassembler. Elle doit se rassembler largement autour d'un projet de rupture extrêmement clair. Pour ça, moi je connais une seule solution, c'est bien de travailler avec les électeurs, avec de gauche. Et donc c'est de faire cette primaire pour qu'ils puissent s'engager, pour qu'ils puissent voter, pour qu'ils puissent choisir et nous porter vers la victoire. C'est pour ça que je suis pour la primaire. Donc on verra si elle a lieu, et a priori pour un vote en octobre. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de France Info ce matin.